Votre radio locale, c'est aussi sur radiograndlac.com. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 91.fm, radiograndlac.com. Et bonne année, bonne santé. Bonne année, bien évidemment. Meilleurs vœux à tous, tous voilà. nos auditeurs, évidemment, et puis plein de cinéma. Et pour commencer cette année, une équipe au complet. Ben Bonsoir à vous deux, bonne année à vous aussi. Bonne année Kevin, bonne année à tous. Guillaume également. C'est un peu les rois mages, mais c'est pas Balthazar, Gaspard et Melchior, c'est Guillaume, Kevin et votre serviteur. C'est trois rois mages pas barbus, par contre. Les esquisses, avec quelques poils sur le menton. Voilà. Alors, pour ce soir, pour commencer cette belle année, on l'espère, on va commencer bien évidemment par vous annoncer les sorties de demain. Pas énormément de films, surprenamment. On commence sur une semaine plutôt sage. Et puis ensuite, nous allons évoquer par contre assez longuement les sorties que nous avons pu voir pendant les vacances de Noël. Alors là, on a du Mufasa, on a du Sonic 3, on a du Nosferatu, de l'amour au présent. Et on a même un ours dans le Jura. C'est pour vous dire à quel point. Et puis enfin, nous finirons par un focus sur nos grosses attentes de cette année cinéma 2025 qui s'annonce assez riche en gros films blockbusters, mais aussi en retour de réalisateurs connus qui nous avaient manqué, comme Pedro Almodovar, comme Bong Joon-ho, entre autres. Voilà, James Cameron. Voilà, il y en a un paquet. Une pléthore. Une pléthore, et ça fait toujours plaisir. Danny Boyle aussi, n'est-ce pas, mon cher? Oui, c'est vrai, oui, Danny Boyle, oui. Enfin voilà, un sacré programme pour commencer cette année, et sans plus tarder, les sorties de la semaine. Mon cher Guillaume, vas-y. Eh bien, cette semaine, on a une suite, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr. C'est Criminal Squad Pantera de Christian Gudegast avec Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr. et Bob Jennings. Les suites des aventures de Big Nick O'Brien qui traque les méchants dans les rues d'Europe et se rapproche de la capture de Donnie. Pendant ce temps, ce dernier s'est laissé entraîner dans le monde dangereux des voleurs de diamants et de la mafia des panthères. On écoute un extrait. Le chasseur. Alors ton prochain coup, je vais le faire avec toi. Je veux rencontrer ces panthères. On va braquer le World Diamond Center. Vous êtes dans le bâtiment le plus sécurisé d'Europe. Le butin est de 850 millions d'euros. Alors vous ne faites plus le shérif maintenant. J'ai tendance à froisser les gens. Ici, c'est une qualité. Disponible dans vos plus grands cinémas, donc l'Étoile du Lac les Bains et le Pâté Chambéry. Je ne sais pas ce que vaut le premier, mais je crois que Kevin l'a déjà vu. Oui, je l'ai revu hier soir pour le coup, et c'est pas terrible. Non, ça cherche à lorgner du côté de Heat de Michael Mann. Bon, ça n'arrive jamais à la cheville, mais c'est vraiment un très bon film où on a une confrontation entre une équipe de flics qui est d'ailleurs une brigade spéciale crime majeur, elle s'appelle, et puis une bande de braqueurs avec dans le premier on a 50 Cent et puis déjà O'Shea Jackson Jr. qui est le fils d'Ice Cube. Voilà, et franchement c'est très sympa, c'est très musclé, les séquences de fusillade sont très très bonnes, et puis un petit twist sympatoche. Donc. Les films avec Gerard Butler font partie des plaisirs coupables de Kevin, comme les films avec Liam Neeson. Mais oui, mais parce que des fois il y a du bon, il y a toujours une ou deux séquences où on se dit, là ok, le réalisateur il a fait ce film pour ça, et c'est sympatoche. Ok. Autre sortie. On fait une autre sortie. Oui. La fille d'un grand amour qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté également. De Agnès Sassy, avec Isabelle Carré. François Damiens et Claire Duburc. Alors c'est l'histoire de Anna et Yves qui se sont aimés passionnément, puis se sont séparés, ça arrive. Des années plus tard, leur fille Cécile réalise un documentaire sur leur rencontre. Ils se revoient à cette occasion, toujours marqués par leur amour passé. Ils vont alors chercher un chemin pour revenir l'un vers l'autre. On écoute un extrait. Et là, toc, il s'est passé quelque chose. On fait un beau feu, tu te souviens? Pas de fou, amoureux. T'as l'air d'aller bien en tout cas. Mais Yves, c'est pas moi qui allais mal. L'amour, qui n'ose pas dire son nom, est aussi fort qu'un autre. Et tu veux qu'on se remarque? Un film plein de tendresse apparemment. Ouais, avec François Damiens dans un registre plus émouvant sans doute. Ça fait quelque temps déjà qu'il s'essaie à ça. Et
plutôt de belle manière. On le voit même moins dans de la comédie, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Oui, je suis assez d'accord. Mais Pour un bon virage. Mais bon, pourquoi pas. Et Isabelle Carré qui, décidément, enchaîne les films. Hein. Oui, Tous les puis- 6 mois, on la trouve dans un film. Elle sort pas d'une droite lignée de quelque chose d'impeccable, je dirais. Au niveau du jeu, elle est toujours. Ouais, C'est pas mal. ça va. Eh bien, autre registre, c'est La Chambre d'à côté, le nouveau film de Pedro Almodovar, avec Tilda Swinton, Julianne Moore et John Turturro. L'histoire de Ingrid et Martha, amies de longue date, qui ont débuté leur carrière au sein du même magazine lorsque Ingrid devient romancière à succès et Martha reporter de guerre. Leurs chemins se séparent, mais des années plus tard, leurs routes se recroisent dans des circonstances troublantes. On écoute un extrait. J'espère que tu vas dire oui. Oui à quoi? Tu vas avoir besoin d'un avocat. Non, c'est absolument secret. Je vais dormir avec la porte de ma chambre ouverte. Et le jour où tu la trouveras fermée, c'est que ce jour-là, ça aura eu lieu. Voilà. Donc, Très émouvant, sûrement. C'est toujours un peu, on en parlait en c'est off, sur la fin de vie. C'est spécial un peu Toi, tu Almodovar. apprécies pas trop Si. Almodovar? Ah si, ça Non. dépend Il me des semblait. films. Parce que Je- moi, ça fait partie des films que moi j'ai sélectionnés dans bon les attentes. Donc, D'accord, je- j'aime bien, je- j'aime beaucoup Volver. Je t'ai dit quoi, Tout sur ma mère, Les trains de briser, ce genre Ouais. de choses. Mais il y en a certains, c'est vrai que Talon aiguille. Talon aiguille, je l'avais pas vu, mais certains, je suis C'est un pas peu mal. passé à côté. Mais globalement, il y a du bon et moins bon. La Piel qui habite, j'aime bien. Et du coup, La Chambre d'à côté, ce sera à retrouver au Pâté, au Victoria et à l'Astrée. Il y a des séances en VO et en VF, donc profitez-en. Autre sortie, mon cher Guillaume. Oui, un hiver à Sokcho, je pense qu'on dit comme ça. Oui. De Koya Kamura avec Roche Dizem, Bella Kim et Park Mi-yoon. À Sokcho, petite ville balnéaire de Corée du Sud, Soo-ha, 23 ans, mène une vie routinière entre ses visites à sa mère marchande de poissons et sa relation avec son petit ami Jun-ho. L'arrivée d'un Français, Yann Keran, dans la petite pension dans laquelle Sung-ha travaille, réveille en elle des questions sur sa propre identité et sur son père français dont elle ne sait presque rien. Tandis que l'hiver engourdit la ville, Soo-ha et Yann Keran vont s'observer, se jauger, tenter de communiquer avec leurs propres moyens et tisser un lien fragile. On écoute un extrait. Alors, je vais essayer de trouver un extrait français. Hein. Ça vaut On bien. attend. C'est votre père qui est français? Je l'ai jamais connu. 아빠가 엄마 많이 좋아했겠다. 그럼. 프랑스 가서 찾을 생각은 왜 안 해? Bon, vous avez une phrase en français. Et bon, voilà. Est disponible donc dans vos cinémas d'arrêt d'essai du Victoria et à l'Astrée. Ça a l'air très très beau. Franchement, la photographie a l'air magnifique. Et puis, Roche Dizem, c'est une valeur sûre. C'est une valeur. Oui, plus que sûr. Alors, autre sortie, mais toujours apparemment asiatique. Oui. Les Feux sauvages à l'Astrée de Jia Zhangke avec Zhao Tao, Zubin Li et Jianlin Pan. Je sais pas si on... Voilà. Oui. Hein, on me pardonnerait. Chine, début des années 2000, Kiao Kiao et Bin vivent une histoire d'amour passionnée mais fragile. Quand Bin disparaît pour tenter sa chance dans une autre province, Kiao Kiao décide de partir à sa recherche. En suivant le destin amoureux de son héroïne de toujours, Jia Zhangke nous livre une épopée filmique inédite qui traverse tous ses films et 25 ans d'histoire d'un pays en pleine mutation. Et je ne crois qu'il n'y a pas d'extrait, Non. comme on peut s'en douter. Mais l'affiche est très très belle et ça a l'air assez intriguant, à vrai dire. Donc voilà. Et on termine par un documentaire Personne n'y comprend rien. Ça me fait rire, des titres comme ça, oui. Voilà. Voilà. Qui sera seulement disponible à l'Astrée et qui sort à propos. Hein, c'est un documentaire de Yannick Kergoua. Une démocratie et une dictature, une campagne présidentielle et de l'argent noir, une guerre et des morts. Personne n'y comprend rien, se rassure Nicolas Sarkozy au sujet de ses liens avec le colonel Kadhafi. Alors que s'ouvre le procès de l'affaire des financements libyens, voici le film qui va enfin vous permettre de tout comprendre à l'un des scandales les plus retentissants de la Ve République. Ah bah, ça sort pile au bon moment. Alors là, franchement, le distributeur, chapeau. Ah, t'as oublié une sortie Il n'aurait pas Netflix. fait exprès, non? Ah oui, tu veux peut-être en parler. Je vais en parler très rapidement puisque vendredi sort sur Netflix, Ad Vitam, le film de Guillaume Canet, un film d'action. Donc je suis très curieux, je suis à la fois apeuré et très curieux de voir ça.
Alors il y a Guillaume Canet, il y a Nassim Liès qu'on avait vu dans Sous la scène. Ils interprètent des agents membres du GIGN. Voilà, c'est ça, il me semble. Ah, vu le réalisateur, à mon avis, ça va être pépite. Enfin, pépite vu le réalisateur et vu Netflix, ça va être pépite. Ah, je ne sais pas. Et puis, en plus, c'est un des chefs-op, en gros, un des caméramans de Guillaume Canet. Donc, à mon avis, quelque chose me dit que c'est lui qui est derrière tout ça. Je sais c'est pas. un très bon réalisateur, Guillaume Canet. Il y a à boire et à manger, comme je dis. Moi, je suis pas d'accord. Alors là, vous avez pas aimé ces films Si, il y a des bons films. Ah bah oui. Il y en a un, le dernier en date. Personne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Astérix Obélix. Astérix Obélix, bon. Oui, bon, ça arrive à tout le monde de se planter. Rock'n'Roll. Oh, c'est Rock'n'Roll, ça va. Ah non, j'ai détesté. Je crois que c'est une des rares fois que j'avais envie de sortir de la salle. Non, il a le sens, je trouve, du placement, du rythme, de la caméra. On verra pour l'action si ça va, mais je suis curieux. Voilà. Et puis du côté de nos amis Cinéphilex, 2 programmations cette semaine. On a le film Même la pluie, qui est un film de 2010, qui sera disponible au Victoria les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches. C'est un film de Isiar Boleyn avec Louis Tozar, Gaël Garcia Bernal et Carlos Aduviri. L'histoire de Sébastien, jeune réalisateur passionné, et son producteur qui arrive dans le décor somptueux des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Mais bientôt, le tournage est interrompu par la révolte menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser l'accès à l'eau courante. Autre programmation aussi cette semaine avec nos amis Cinéphilex, c'est le film Plus qu'hier, moins que demain, qui est un film de 1999, qui sera disponible les samedis, lundis et mardis, avec une mention toute particulière le samedi, puisqu'il y aura la présence de Pascal Cerveau, qui est un des acteurs du film réalisé par Laurent Achard et qui raconte du coup l'histoire. Dans ce dernier week-end d'été pour la mer, c'est l'heure des bocaux à préparer pour l'hiver à venir, l'heure où Françoise, amoureuse, s'essaie de fougueux playback devant son petit frère Julien. Et pendant ce temps, Sonia débarque, qui a choisi ce matin-là pour revenir dans sa famille à l'improviste après une longue absence avec son bébé et son mari. Décidée à faire table rase du passé et à retrouver sa place parmi les siens, Sonia va faire ressurgir des souvenirs douloureux que tous préféraient oublier. Voilà. De la famille, de la révolte, donc un beau petit programme du côté de nos amis de chez Cinéphilex. 2 films du patrimoine, oui, je pense 2010, on peut commencer à dire, que c'est du patrimoine. Et 99, là, par contre, c'est sûr, on peut dire que c'est du patrimoine, même si ça ne nous rajeunit pas. Voilà, et bien c'est tout pour les sorties de la semaine. On va faire une petite musicale, je vais y arriver, je bafouille. On va faire une pause musicale avant de donner nos avis sur les films qui sont sortis pendant les vacances de Noël. Et vu que Pedro Almodóvar est de retour à partir de demain au cinéma, on va s'écouter Volver d'Estrella Morente, tiré du film Volver. Oui, c'est bien pratique. À tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac disponible sur vos smartphones. On vous souhaite une très belle année. Tous nos meilleurs vœux pour cette formidable, on l'espère, année 2025. Et donc, après avoir évoqué les sorties de la semaine, nous allons traiter des sorties qui ont eu lieu pendant les vacances de Noël. Mais avant cela, mon cher Guillaume, rappelle-nous, qu'est-ce qui est toujours bien dans les cinémas et que nous avons déjà conseillé? Eh bien, il y a le film L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui fait toujours son petit bonhomme de chemin. Voilà. Plus de 5 millions d'entrées, je présume. Presque, il va les atteindre. Là. Il va les atteindre, donc beau succès, sûrement. Oui. Des nominations César. On en doute pas. Le film en fanfare, justement. qui fait révélateur. Pas mal. Ouais, mais qui fait un très bon parcours, visiblement. Le film avec, j'ai mangé son nom, mince. Benjamin Laverne. Et Pierre Lotin. Un grand talent, évidemment, Benjamin Laverne. Et le film Wicked, la comédie musicale, qui est toujours en salle. Dépêchez-vous, je pense que c'est la dernière semaine. Oui. Ça ne marche pas outre-Atlantique. En France, ça marche pas du tout, ouais. Mais bon. Et par contre, nous sommes toujours mitigés par rapport à Conclave, Vaiana 2 et Gladiator. 2. Ouais. Parce que Gladiator, on est tous unanimement d'accord. Hein. C'est vrai. Et puis, du coup, côté sortie pendant les vacances de Noël, alors
le film qui a finalement le fait le plus parler de lui et qui est déjà à ses 3 millions d'entrées, c'est Mufasa, le Roi Lion, donc le préquel du remake live action du Roi Lion. Ça commence à être compliqué ces histoires quand même. N'en rajoutez plus. Et qui marche pas tant que ça Finalement, il va faire son petit bonhomme de chemin. Il devrait dépasser les 600 millions à la fin. Donc bon, ça va, c'est correct, quoi. Mais le film est toujours, comme j'ai envie de dire, le remake, c'est une démo technique. C'est-à-dire que c'est magnifique. C'est clair. Il y a des chansons. Et voilà, c'est peut-être le problème. C'est qu'il y a des chansons et les chansons sont... Ça passe mal. Il n'y en a pas une qui est bonne. Dans le live action, dans le remake de 2017, il y avait des chansons. Oui, ils les avaient toutes remises. Et c'était bien ça le problème, c'était de voir des lions photoréalistes chanter. Ça passe pas. Matata. Voilà, j'ai peut-être une petite idée sur le fait que ça marche pas. C'est que comme ils veulent faire à l'identique du dessin animé, enfin du film d'animation, ils sont et qu'ils veulent pas non plus coller très précisément au texte. Donc ils font un petit remeuleux qui est approchant. Donc ça a pas bien grand sens à mon avis, et c'est très très médiocre et très ça a pas la même portée que le truc original, quoi. Du coup. Non. Puis bon, une chanson passe très bien sur un lion en cartoon. Oui. Sur un lion photoréaliste. C'est bizarre, ouais. Il y a notre cerveau qui dit attends. Oui, puis surtout un lion photoréaliste. Enfin, c'est pas très réaliste. Enfin, non plus, mais là pour le coup, les chansons, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont intéressantes. Le film en plus souffre d'un postulat de base qui essaye de nous surprendre en nous annonçant que du coup Mufasa et Scar ne sont pas frères de sang. En fait, Mufasa ils sont frères plus par circonstance en fait, parce qu'ils se sont décidés qu'ils étaient frères. D'ailleurs, il y a une chanson qui dit toi t'es mon frère, je suis ton frère. Enfin voilà, c'est très bien. C'est dommage. Je trouve que ça, enfin rien que de ce que tu dis, ça enlève toute la portée symbolique du premier, je trouve. Et ça crée la jalousie justement qu'il y avait entre. Il crée un triangle amoureux avec Sarabi du coup. Et qui n'a vraiment pas d'intérêt. Et alors, par contre, à la fin, du coup, vu qu'ils sont allés un peu loin, à la fin, ils disent oulala, faut qu'on raccroche les wagons. Ouais, mais tu vois, c'est que le premier avait cette dimension presque, j'ai envie de dire shakespearienne, tu vois. Oui. Et alors que là, si tu me dis qu'en plus ils sont frères de cœur, bon. Non, mais ça, c'est pour voir ce que c'est de vouloir faire surtout beaucoup de fric. C'est ça. C'est un peu dommage, mais par contre, c'est très très beau et en soi, pris à part, ça se laisse regarder. C'est pas un gros gadin, quoi. Sans moi. Le gros gadin vient après, c'est Craven le chasseur. Ça, tu le savais. Tu es allé voir, tu t'es fait du mal. Je ne veux pas entendre de plainte. Finalement, je me suis pas fait du mal parce que c'était tellement mauvais que je crois que c'est le film où j'ai le plus ri devant. Un bon nanar. Ah mais c'est tellement un nanar que Aaron Taylor Johnson, donc qui joue Kraven le chasseur, ce fameux méchant de Spider-Man, qui ici n'est pas un méchant et qui est un chasseur protecteur des animaux. Oui, je sais, c'est compliqué, mais enfin bref, on va rien dire. Et donc il y a une réplique quand même où il va dire Kraven, ça rime avec fun. Et là tu fais OK. Là, on est dans ce genre de film. Un film qui a 3 ans de retard, non? C'est ça? 2? Ah, ça fait 3 ans qu'il est tourné. D'accord. Ouais, au moins, ouais. 2 ou 3 ans, ouais. Et il y a Russell Crowe qui a un accent russe, mais bien dégueulasse. Enfin, mais il y a quand même des idées parce que on a le frère de Kraven qui, du coup, a un pouvoir particulier sans trop en dévoiler parce que du coup, c'est un autre personnage de l'univers Spider-Man. Et il a un pouvoir d'imitation qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il est capable d'imiter n'importe quel chanteur, en fait. Et il y a des idées. Mais et l'action par contre c'est bourrin à la Astérix Obélix, quoi. Il fout des patates, les mecs ils décollent à 10 km, il prend des pièges à loup, il les ferme contre la tête des gens. Enfin voilà, c'est un joyeux bordel. Franchement, n'allez pas le voir en salle, surtout pas. Mais si vous avez envie de rire chez vous, allez-y. D'ailleurs, on devrait faire un palmarès des plus gros nanars. Hein. Ça serait pas mal, ça serait intéressant. Ouais. Peut-être pour le mois d'avril, ça serait une bonne idée. Allez, c'est lancé, c'est pas mal. Autre sortie, et alors là c'est bien, on va de mieux en mieux, c'est Sonic 3. Le premier était nul, le 2 était moyen, le 3 est bien. Je veux que le premier. Donc continuez, le 5 sera sans doute un chef-d'œuvre du coup, mais le 3 est vraiment pas mal parce qu'ils ont compris qu'on s'en fiche des humains.
Du coup, le film... Oui, il était temps, oui. Voilà. Donc le film se concentre sur Sonic, Knuckles, Tails, et puis le méchant Shadow, et puis juste on a Jim Carrey qui fait ses facéties en Dr. Robotnik. Il n'y a plus James Marsden ? Si, mais il a 2 scènes. Ah bon, bah tant mieux. Donc voilà, c'est l'acteur, enfin pour moi c'est le faible du cinéma. Il joue tout le temps des faibles. Enfin, voilà. C'est ce pauvre acteur, il joue toujours des rôles de... Ah mais il est dans tous les films, hein. C'est ça qui est terrible. Il est de partout, mais... Puis il est pas tellement bon, en fait. Non, en fait, c'est un acteur vraiment passe-partout. Même, je te rappelle quand même que ça devait être lui le héros principal des X-Men. Et il a quand même réussi à se reléguer en second plan. Ah bah oui, mais on comprend pourquoi. Oui, mais pour dire... Mais oui. Bon. Mais voilà, Sonic 3, franchement, il y a de très très bonnes séquences de course combat. Jim Carrey est très drôle, donc franchement. Le 4e Metal Sonic. Je ne dirais rien. Ah, bah, c'est sûr. Je ne dirais rien. D'accord. Mais moi, j'attendais un autre personnage et tu attendais qui, toi? Je dirais pas, ça serait révélé. Mais j'attendais une personnage et ça arrive. Ah, d'accord. C'est pas Metal. D'accord, ok. Ah, mais il y en a peut-être plusieurs. Je ne dirais rien. Ok. Un autre film que nous avons vu ensemble, Guillaume. Oui, Nosferatu de Robert Eggers. Alors en plus, moi, je ne partage pas ton enthousiaste quant à ce réalisateur. Moi, j'aime beaucoup. J'ai un peu de mal avec l'ego du bonhomme. Donc, ça raconte, en fait, c'est le remake du film de Murnau de 22. Si de 1922, oui. Je ne dis pas de bêtises. Oui. Murnau, ouais, c'est ça. Ouais, et c'est aussi un remake de celui de Werner Herzog, hein, je pense, en y passant. Oui, c'est le remake d'un remake. Ça reprend, disons, cette thématique, voilà. Il a dit qu'il avait quasiment tout vu et il a pris un peu à droite et à gauche. Il a pris, oui, parce qu'il y a beaucoup aussi de références à celui au Dracula de Coppola. Alors, moi, je ne peux pas vous recommander de ne pas aller voir ce film déjà, parce que c'est magnifique en termes de réalisation, de plan de caméra, tout ça, vraiment, ça roule sur la concurrence, sur beaucoup de choses. Les références sont très bien mises, voire, on pourrait presque dire plagiées à certains moments. Ouais, je trouve que sur un personnage aussi éculé que Dracula, ça me dérange pas, en fait. Mais les devoirs sont bien faits. L'histoire est prenante, les jumpscares fonctionnent. Mais alors, moi, j'ai un peu de mal avec le surjeu volontaire dans la direction artistique qui fait qu'à un moment, il y a une scène qui doit se passer sur 3 nuits. Et la 2e nuit, moi, j'ai pouffé de rire à plusieurs moments quant au La scène de possession ? Oui. Ah, d'accord. Ah, celle-ci m'a fait beaucoup rire. Alors que je trouvais qu'on est parti loin, mais très, 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 très loin. Et alors, je n'ai pas trop aimé le traitement qu'il a fait du conte Orlok / Dracula, parce que, à mon avis, je me demande s'il n'avait pas envie de faire Dracula plutôt qu'Orlok. / Rasputin. Parce qu'en fait, il a pris le parti, en fait, de le mettre beaucoup en retrait, pour susciter justement un côté mystérieux, un côté inquiétant. Nosferatu est très en retrait comparé à Dracula qui est plus mis en avant et qui a un côté gentleman. Moi, je pense qu'il aurait fallu un entre-deux. C'est au début en retrait, puis à un moment, on le met en avant. Puisque là, au final, on a toujours l'impression que la menace, elle n'arrive pas forcément. Ce qui est un peu dommage. Et surtout quand on a la révélation un peu du corps meurtri et tout ça, finalement, c'est assez c'est le seul moment un peu nanardesque du film, je trouve. Peut-être qu'une coupe un petit quart d'heure aurait peut-être dynamisé un petit peu plus le film. Après, c'est vrai que se dire que montrer la même histoire qu'on a déjà vue en 1h22, cette fois-ci en 2h10, forcément, il y a une histoire un petit peu de surplus. C'était pas mal de voir un peu sur le côté consentement, malédiction, tout ça, tu vois. Le côté ambivalent de Lily Rose Depp aussi, qui veut mais pas trop. Enfin, c'est tout le temps un peu le cas finalement. Oui, quand même. C'est ce que j'allais dire. Mais là, c'est vraiment plus poussé, c'est vraiment accentué là, même dès le début. Disons que on va le dire clairement, la métaphore du sexe n'y est pas. Il y a du sexe, il n'y a plus de métaphore. Alors, j'ai trouvé les acteurs excellents, même Lily Rose Depp, pour qui j'étais un peu sceptique. Mais en fait, il y a un surjeu, comme j'ai dit, volontaire, qui m'a embêté et fait rire, quoi, vraiment à certains moments. Sauf Nicolas Hoult, qui je trouve, lui a réussi à chaque fois à diminuer un peu le potard à différents moments. Voilà, ce film divise à ce que je vois, et on comprend pourquoi. Moi, j'ai bien aimé mon seul bémol, c'est vraiment le design du conte Orlok, qui pour moi n'est pas effrayant. Moi, je trouve
Kevin trouve que c'est Rasputin. Moi, je trouve que c'est un peu les gravures de Vlad l'Empaleur. Ouais, aussi. Il s'est inspiré de beaucoup de choses. Ouais. Entre parenthèses, je veux quand même ajouter un petit quelque chose au sujet de Nosferatu de Murnau. A priori, ils avaient été attaqués pour plagiat de Dracula, donc du mythe de Dracula. Et bon, ça a été abandonné contre monnaie sonnée trébuchante. Ouais, oui. Donc, parce que c'était la famille de Bram Stoker qui avait refusé qu'ils adaptent Dracula. Bon, je l'ai jamais vu, mais c'est considéré comme étant un chef-d'œuvre du cinéma. Franchement, c'est un excellent film et ça fait partie des meilleures itérations de Dracula. Il y a ce côté, en fait, ce que j'aime avec l'histoire de Nosferatu, c'est que l'arrivée de Dracula, alors du coup pas à Londres, c'est dans une ville allemande. Oui, là, c'est en Allemagne, ouais. S'accompagne d'une catastrophe naturelle d'une certaine manière, puisqu'en fait ça s'accompagne avec l'arrivée de la peste. Et du coup il y a un enjeu beaucoup macro, on va dire, comparé à Dracula qui est peut-être un peu plus intimiste, qui a ce côté, c'est pas méchant, mais vampire de salon, quoi. Ouais, mais il y a moins le côté esthétique et élégant. Ah non, par contre, je viens de penser deux visions différentes. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en fait, dans la momie de 99 de Stephen Sommers, en fait, ils sont inspirés de ça. Quand la momie arrive, tu sais qu'il y a les plaies d'Égypte. Oui. En fait, j'avais pas pensé. C'est un mythe qui est emprunté par d'autres franchises. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour ça que le film s'appelle Nosferatu, c'est qu'il y a vraiment deux visions différentes. Il y a Dracula et Nosferatu, et moi j'aime bien les deux versions. Il faut que je vois la version Herzog, j'ai dit là. Herzog, j'ai pas vu par contre la version Herzog. Autre sortie. Pour synthétiser, ça peut diviser. C'est très beau. En tout cas, c'est vraiment léché, mais moi je le conseille. Voilà, si vous n'appréciez pas, par exemple, le travail du réalisateur, si vous avez vu ses films précédents, n'y allez pas. Par contre, voilà, c'était évident. C'est sûr. On va parler au registre de la comédie, mais de la comédie sanglante. Et cocasse en même temps. Et cocasse, c'est Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc, avec Franck Dubosc, mais aussi Laure Calamy, Benoît Poelvoorde, Joséphine Demeaux. Et c'est une comédie très réjouissante, très 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 drôle, savoureuse, qui emprunte beaucoup, on va dire, aux frères Cohen, on va dire, dans l'ambiance. Mais franchement, la référence notamment à un film des frères Cohen, évidemment, c'est Fargo, qui est aussi une série maintenant. Alors par contre, j'ai jamais vu la série. C'est ma femme qui regarde et qui aime beaucoup. Et ça reprend pas mal. J'ai regardé quelques épisodes, ça reprend beaucoup aussi le côté un peu loufoque des frères Cohen. Mais là, on est vraiment dans le côté loufoque. Hein. Et je dois dire que Poelvoorde, Laure Calamy, enfin tout le monde est au diapason. On passe un excellent moment. Alors par contre, c'est humour noir, c'est très 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 sanglant. Les enfants ne sont pas du tout conviés pour voir ce film. Disons que quand quelqu'un se prend une balle dans la tête, il se prend une balle dans la tête, hein, et puis les murs est un peu taché. Mais enfin vraiment, je veux tellement pas vous en dire parce que c'est une comédie qui s'assume. C'est une comédie qui s'assume. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et en fait, c'est une comédie j'aime bien ce ressort-là, c'est que c'est la montée des périls. C'est-à-dire qu'on commence par un accident, puis ensuite il y a ça, puis ensuite il y a ça qui se rajoute, puis ensuite il y a un autre cadavre, et puis machin. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais ils vont jamais sortir de ce bordel, quoi. C'est pas possible, quoi. Dont une phrase qui est dite dans la bande-annonce par Poelvoorde, c'est qu'il dit, bientôt il va y avoir plus de morts que de vivants dans le village, quoi. Déjà avec ça me fait rigoler. Et il y a un ours dans le Jura, alors que tout le monde dit, mais il n'y a pas d'ours dans le Jura. Bah écoutez, s'il faut croire. Donc c'est vraiment, je vous le conseille, ça fait beaucoup de bien. Ça aurait pu sortir à Noël, parce que bon, ça parle quand même de Noël, mais je me dis que peut-être que ça n'aurait pas fonctionné, parce que le registre fonctionne bien pour l'hiver, mais peut-être pas pour Noël. Mais franchement, là, ça commence très très fort, ça va cartonner. Allez le voir pendant ce mois de janvier. C'est extraordinaire. Et puis comme on en parlait en off, Franck Dubosc qui peut peut-être irriter certaines personnes, ce que je peux comprendre par le jeu un peu exacerbé, un peu extrapolé, on va dire. Et là, par ailleurs, il semble avoir un jeu plus sobre et beaucoup plus dans la comédie, mais l'humour ne vient pas forcément de lui. D'accord. C'est ça qui est un peu particulier. Sans être hyper extravagant quand il ne le faut pas, quoi. Je veux dire. C'est ça. Puis on n'est pas du tout dans l'archétype
l'archétype généralement de Franck Dubosc, c'est-à-dire un dragueur lourd, machin. Là, on n'y est pas du tout. Hein. Donc franchement, allez-y, c'est Franck Dubosc en réalisateur. Je vais paraphraser Le Figaro, mais avec ce film, Franck Dubosc devient un réalisateur qui compte. Et c'est vrai que pour la comédie française, je pense qu'on peut compter sur lui. Autre sortie que nous avons vue aussi. Oui, L'amour au présent, mais je me rappelle plus du nom du réalisateur. Tu vas me le rappeler très vite. Et oui, avec le film avec. Pas pouvoir vous aider. Moi, le film avec Andrew Garfield et Florence Pugh. Donc, ça raconte en fait l'histoire d'un couple, la rencontre, en fait, la naissance d'un couple, l'arrivée d'un enfant et la maladie de l'épouse, justement. Donc, on suit en fait John Crowley. On suit l'évolution de ce couple sur plusieurs années. Voilà. Réalisation, on va dire, somme toute académique. C'est très classique. Mais c'est le montage qui est vraiment original. Alors, il y a du très bon et du moins bon. Dans ce cas de moins bon, c'est qu'en fait, pour essayer de varier les plaisirs, on nous a mis une timeline désordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de l'annonce de la maladie à la rencontre, on retourne à la demande en mariage. En fait, on fait des va-et-vient dans le temps. C'est dans le désordre. Oui, heureusement que Florence Pugh n'a pas la même coupe à chaque fois, puisque sinon, ça serait un peu il y a ça, et il y a le logement du couple qui change. Ah ben tu vois, j'avais pas fait attention. Ouais. Tu veux dire que c'est pas assez distinct au niveau des. En fait, ça ne sert à rien, clairement. Il y a 3 temporalités. Il y a la temporalité, comme disait Guillaume, rencontre, la temporalité maladie, grossesse et la après temporalité maladie. Et ça va s'entrechoquer. Alors, au début, c'est très déroutant parce que on ne voit pas la différence entre les différents. Oui, puis les temporalités changent très souvent. Et à partir du milieu du film, ça devient beaucoup plus fluide et ça devient plus logique. Mais ça sert pas à grand chose, vraiment. Non, c'est très gadget. C'est vraiment gadget. C'est un peu comme ça a fait le même effet, tu sais, que Dunkerque. Un petit peu, tu sais, à vouloir mélanger les timelines. Je crois que ça servait à rien. Autant Dunkerque, je trouvais ça bien vu parce que ça, en fait, ça permettait de voir un même événement, mais sur plusieurs points de vue différents. Alors que là, en fait, j'ai juste senti que le réalisateur, et de toute façon, ça se ressent quand même, hein, le réalisateur s'est dit, j'ai pas une histoire originale. Parce que bon, on en a vu 15 000 des comédies romantiques sur la maladie. Hein, oui. Et je pense que le réalisateur s'est dit, j'ai pas une histoire originale, du coup, je vais essayer de la raconter d'une manière originale. Mais sauf que, c'est vraiment ce film à l'ouest, rien de nouveau, mais le film se regarde vraiment avec un sacré plaisir parce que le casting est excellent. Le casting, l'alchimie, visiblement, a fait des étincelles. Ils l'ont dit eux-mêmes, justement. Je sais pas ce qui s'est passé en off pour eux, mais. À mon avis. Mais à mon avis, ils le disent eux-mêmes que ça a été un peu hot, je crois. Oui, parce qu'en fait, il y a l'une des premières séquences d'amour qu'on voit assez bien dans le film. Oui. Apparemment, les deux sont allés juste un peu trop loin et que le réalisateur, au bout d'un moment, a dû dire stop. Ils ont commencé sans qu'on leur demande et ils ne finissaient plus. Voilà. Donc bon, voilà. Non, vraiment, le film se suit vraiment avec un feu de paille ou pas. À voir. Oui, ça peut aussi être un feu de paille. Ça, souvent pour les. C'est possible, mais bon, c'est une belle légende. Mais en tout cas, les acteurs font vraiment bien le job. L'histoire, même l'émotion est là tout le long. Préparez vos mouchoirs parce que à deux moments, vraiment, même moi, je n'ai pu retenir les larmes. Même toi. Alors que moi d'habitude, je pleure tout le temps. Ouais. Là, en fait, non, parce que la scène des toilettes, là, vu que je suis préparé à l'avance, en fait, j'ai d'accord. Voilà. La scène dans les toilettes publiques, là, c'est la meilleure scène du film. Moi, j'ai eu ma petite larme et puis à la fin, elle est drôle, elle est émouvante. Alors, à la fin, le problème, c'est que la scène, vous voyez tellement le truc venir. Et en fait, je regardais le film avec ma femme et je dis, c'est salaud de faire ça. C'est vraiment salaud parce que je voyais vraiment ce qu'il allait faire. Mais ça fonctionne. Le moment, tu sais, où elle patine et tout ça, où ils sont coucou, je suis, ça c'est pas bien de faire ça. Parce que là, vous êtes là, c'est beau, ouais. Vraiment. Ça a fait le même effet que Hachi, le film Hachi. Ouais. C'est là en mode, évidemment, là, il y a le truc et vous mettez Hachi à l'école. La dernière scène achève, quoi. Ah oui. Juste. Mais là, par rapport à ce que vous dites, vous voyez, pour moi, ça, c'est la définition même du cinéma. C'est l'émotion. C'est tire-larme. C'est vrai que pour le coup, c'est un tire-larme, mais c'est vrai que
quand on voit le synopsis, on y va pour ça. Donc, oui, on y va. Quand on lit le synopsis, on y va pour ça. Mais moi qui m'intéresse aussi un peu à la mise en scène, vraiment cette scène à la fin quand ils sont sur la patinoire, je me suis dit, c'est pas cool de faire ça. Non, puis j'ai aimé vraiment la beauté de la dernière scène qui donc vient juste après. Où on voit juste du coup 2 personnes cuisiner presque sans parole. Oui, parce et en fait on comprend tout. Parce qu'en fait c'est le moment où en fait le personnage a peur de ne rien laisser et puis de tout. C'est ça. Et on peut rappeler alors le nom du réalisateur, des acteurs. Alors c'est Josh Crowley avec Andrew Garfield, Florence Pugh. Et Florence Pugh. Il n'y a pas d'autres acteurs connus. Vraiment, c'est un film un peu intimiste. C'est très intime. C'est très intime, c'est beau, ça n'a pas dû coûter très cher. C'est un beau message. Ça a dû coûter cher en casting, c'est tout. Oui, je pense, oui. C'est un beau message. Je veux dire, vraiment, non, c'est à voir. C'est un film. Ouais, voilà. Et puis, rapidement, je vais vous faire une mention sur Au Canada, le dernier film de Paul Schrader que j'avais très hâte. Et je me suis bien ennuyé, mais par contre, mention spéciale à Richard Gere qui trouve là l'un de ses rôles les plus touchants. Vraiment, c'est lui qui porte le film sur ses épaules. Dommage que le film, vu que c'est un récit d'une personne mourante, il y a énormément de flashbacks. Et les flashbacks sont très, très, très ennuyeux. Donc en fait, j'aurais aimé juste voir Richard Gere pendant 1h30, ça m'aurait suffi. Richard Gere qui vieillit plutôt pas mal. Oui, d'habitude dans tous les films de Paul Schrader, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Mais non. C'est l'effet Alex Garland. J'adore Paul Schrader, scénariste, mais réalisateur, je n'y arrive pas. Scénariste, oui, il est très bon. Hein. Oui, mais réalisateur, j'y arrive pas. Comme Alex Garland. Gigolo et la féline, ça c'était beau ça. Je voudrais rappeler quand même quelque chose parce que c'est un peu incontournable, faire un hommage ici à la disparition de quelqu'un qui compte beaucoup dans le cinéma, qui était Benoît Allemann, qui était le doubleur de Morgan Freeman et qui nous a quittés hier. Voilà, et donc qui a été une voix éminemment connue et inimitable. Enfin si, souvent imitable, mais inoubliable. Je me suis rappelé qu'il était au début des cassettes Disney dans les années 2000 aussi. Oui. Walt Disney Home Video. À voir et à revoir. Avec toute la belle voix. Pour toujours. Oui, c'est ça, pour toujours, exactement. Voilà, Benoît Allemann, encore une grande voix qui nous a quittés, et je trouve que on a énormément de personnes imminentes, très très réputées du doublage qui nous quittent en ce moment. C'est dommage. Ouais. On va faire une deuxième pause musicale avant d'avoir notre focus sur les grandes attentes de 2025. Et alors que Gérard Butler sort un nouveau film demain, le saviez-vous peut-être pas, mais Gérard Butler chante aussi. Et c'est peut-être pas du bon aloi. Voilà, ça s'appelle Phantom of the Opera. C'est avec Amy Rossum et Gérard Butler. Et c'est tiré du Fantôme de l'Opéra. On revient tout de suite après. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et il est temps désormais de nous lancer dans notre focus sur nos attentes cinéma de l'année 2025. Parce que l'année 2025 va nous réserver énormément de surprises, mais on sait déjà qu'il y a de grands rendez-vous à suivre. Notamment du côté américain. Notamment du côté américain, mais aussi du côté français. Nous en parlerons aussi. Oui, mais en fait, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'en 2024, le cinéma français a eu un regain avec un petit truc en plus, le Comte de Monte Cristo, l'amour etc. Ils ont totalisé, je crois, pas loin de 25 millions de vues et de spectateurs, donc ce qui est tous les mal. Cinémas. J'écoutais Monsieur Patry, donc celui qui s'occupe des exploitants de cinéma en France. Tous les cinémas dans le monde nous envient le succès que le cinéma français a fait cette année. Oui, mais ils ont un peu sans doute bénéficié aussi de la grève des scénaristes et des acteurs de Hollywood à cette époque-là, qui n'est plus le cas, et donc ils se reprennent, je dirais, maintenant. Il y a la grève, et puis c'est vrai que quand même cette année on a eu de très belles propositions. Et donc en fait les étoiles se sont alignées pour vraiment. Mais voilà, j'ai peur que des fois ils prennent un peu trop la confiance. Tu as vu le projet des Rois Maudits ?
7 films, ils veulent faire. Hein. Ouais, on va peut-être se calmer, les gars. Ouais, les Rois Maudits, c'est une grande fresque. Ouais, mais hein. le problème, c'est qu'ils vont. Comme on en parlait une fois, ils annoncent 2 films sur Les Misérables en même temps. La tendance revient un peu aux films de KPDP, aux films d'époque, mais attention, à outrance. Peut-être attention de ne pas Où trop. c'est ça, outrance? C'est à quel endroit ça se trouve où? Mais oui, donc un film qui s'appelle Valjean et un qui est Les Misérables simplement, donc ça sent. Ouais. Mais ça sortirait pas cette année côté cinéma français, vu qu'on est en train d'évoquer le gros projet qui devrait sortir cette année. Au moins la première partie, c'est le biopic sur De Gaulle. Alors non, pour moi, c'est le gros film de cette année, c'est Chien 51. Ah, il y a Chien 51 aussi. À mon avis, c'est celui qui va faire le plus parler, le nouveau Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos. Film un peu de science-fiction, je crois, justement, où ça se passe d'après ce que j'ai compris, ça se passe à Paris, où il y a des zones qui sont fermées, tout ça. Enfin, c'est un peu SF anticipation. Et Cédric Jiménez, pour ceux qui ne savent pas, c'est Bac Nord, c'est novembre. C'est novembre, ouais. Il y avait un autre film d'anticipation apparemment que va faire Yann Kounen, qui va sortir en octobre. C'est L'homme qui rétrécit avec Jean Dujardin. Oui, le remake. Ouais. Un remake d'un film de 56 de Richard Matheson. Oui. Et ma grosse crainte, c'est de savoir, est-ce que, au moins pour ce film-là, qui est apparemment un très grand souhait de Jean Dujardin, il rêvait de faire ce rôle. Comme Zorro. Est-ce qu'il a au moins accepté de changer de ton et de ne pas rester dans la comédie? Bah, il l'a prouvé déjà dans plusieurs autres films. Alors là, je suis pas d'accord. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que quand je vois qu'il rêvait de jouer Zorro et qu'il l'a un peu trop. Alors, je l'ai pas vu dans son rôle de Zorro. Hein, c'est un peu trop ridicule, on va dire. En fait, c'était OSS 117 en Zorro. Et ça, il y a quelque chose qui va pas. C'est vrai que ça va pas. J'espère juste que L'homme qui rétrécit, on va quand même rester sur. Surtout que Jean Dujardin a déjà été rétréci et c'était pas hyper réussi. Un homme à la hauteur. Oui, exact. C'était pas. Non, l'effet était vraiment pas terrible. Mais Jean Dujardin, il avait fait dans un rôle de convoyeur de fond, là, il était excellent. Le convoyeur. Je l'ai mis dans ma liste. Dans novembre aussi. Et puis, dans novembre, il est excellent. La French. Il y avait la French, mais le contre-enquête. Contre-enquête. Oui. Ça, c'était. Non, mais il est très prenant, bon. là. Non, mais quand il veut, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a le talent. Ah bah, je pense qu'il voudra, là, aussi, pourquoi ça dépend de la direction que ça prend. C'est ça. C'est toujours pareil. Ouais. On verra. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de l'ambition du côté du cinéma Chien français. 51, moi, vraiment, j'attends beaucoup. Et De Gaulle, moi, je l'attends parce que c'est par le réalisateur de. Antonin Baudry, qui a réalisé Le Chant du Loup, qui était pour moi une surprise monumentale en 2019. Tourné en partie à Lyon, d'ailleurs, le film, je peux vous dire. De Gaulle. Oui, De Gaulle est tourné en partie à Lyon, oui. Ah, parce que si tu me dire que Le Chant du Loup a été tourné en partie à Lyon, je vais dire ce qu'ils mettent le sous-marin. De Gaulle a été tourné en partie à Lyon. Le Rhône et la Saône. Et je me rappelle plus le nom de l'homme qui fait De Gaulle, c'est celui qui jouait dans Casino Royale, là. C'est Simon Abkarian. Voilà. Donc très très hâte. Côté cinéma américain, là on a du gros blockbuster. Oui. On va parler de l'éléphant au milieu de la pièce. Oui, on va y aller tout de suite, comme ça c'est fait. C'est fait. Avatar 3, bien évidemment. Qui s'appelle De feu et de cendre, je crois en français. Fire and Ash, oui. Oui, donc c'est ça, voilà, de feu et de cendre. Donc on va quitter le monde de l'eau pour aller plus vers le monde du feu. C'est la suite des aventures de la famille Sully, hein, justement. Voilà. Donc à mon avis, la promo sera là. Alors, ce qui me surprend, c'est qu'on n'a toujours pas eu une petite bande-annonce. C'est vrai. Ben si, j'en ai vu une. Elle doit pas être officielle. Ça doit pas être une vraie. Pourtant si, hein. Non. Ils ont juste montré le logo animé, si tu veux. Mais il n'y a pas de. Il me semblait bien, pourtant. Non, je te assure. Une petite surprise aussi, il y a Kate Winslet. Qui revient. Oui, qui était déjà dans le 2. Elle jouait, si tu veux, la femme. Ah ben, tu vois, elle était la femme du chef de la tribu de l'eau. Elle avait même battu le record du monde d'apnée. Elle avait battu Tom Cruise. D'accord. Et je crois que Tom Cruise l'a rebattu après. Parce que, dans le il ne pouvait pas laisser ça comme ça, Tom Cruise. Parce que justement, Tom Cruise revient cette année aussi. Encore plus jeune. Mission Impossible. Alors par contre, ça commence à se voir qu'il a pris un petit coup de vieux. Mais un beau coup de vieux, quoi. Il fait son âge, mais. Attends. Mission Impossible 8. Oui. Qui il est bien entretenu. Serait normalement le dernier. En tout cas, c'est ce qu'annonce le titre. Franchement, j'espère. Oui, il faut s'arrêter au bout d'un moment. On finisse en apothéose. La première partie, vous l'aviez vue, je suppose, comme moi. Oui. J'ai trouvé que ça très embrouillé. Un petit, très brouillon. Non, mais t'as raison. Un petit peu en deçà, je trouve, que du précédent. Et je me demande si le film n'a pas subi un peu l'effet Covid à un moment. Oui, parce qu'il me paraissait un peu vide
au niveau oui, bah de toute façon oui, il a été tourné pendant le Covid, il avait même fait un scandale à un moment. Ça manquait un peu de vie, de figurant, enfin je sais pas ça. Ouais, et puis il y a le côté scénario, moi m'emballait pas des masses parce que c'était très alambiqué, je trouve. L'histoire de l'intelligence artificielle, ça partait Ah non, puis la clé en deux parties, puis il y en a une qui est fausse, il y en a une qui est vraie, Voilà, au bout d'un moment tu sais même plus qui c'est qui a la clé, enfin tu je suis d'accord. J'espère que. Faudrait que je le revoie. Déjà, je l'ai pas revu, mais. Je l'ai revu et il y a quand même. Et le problème, c'est que la promo au final avait été a été mauvaise, je pense, puisqu'on nous avait tous les bons éléments avaient été montrés de manière complète déjà dans la bande-annonce. La grande scène, je trouvais, on l'avait déjà vu. C'est dommage, ouais. Il y avait moins de surprises, quoi. C'était dommage. La grande cascade à moto, en effet. Bah, il s'est auto-promu assez souvent dans ses films et je pense que il se flingue un peu en faisant mais il ne fera pas la même erreur deux fois, ça j'en doute pas par contre. Non. Côté blockbuster, on a aussi le retour de la saga Karate Kid. Oui, ça tu attends vraiment. Karate Kid, mais on prend l'ancien, donc Ralph Macchio, mais on reprend aussi Jackie Chan. L'espèce de reboot qu'on avait eu en 2010, ouais. Et alors la bande-annonce, déjà il y a un rythme qui est très très bon. Il y a des chorégraphies qui ont l'air folles. Ça donne très 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 envie. Eh ben, écoute à voir, sans doute, ouais. Et puis du côté de chez Marvel, on a 3 films cette année. On a Captain America Brave New World, où Harrison Ford va nous jouer Hulk rouge. Ouais. Ah bon? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est le méchant Hulk. Ah bah alors. Je crois qu'il avait dit en interview, je sais pas qui est Hulk. Quand on avait dit, mais vous jouez Hulk, il avait, je sais pas. Hulk rouge, le méchant. Là, il rigolait, évidemment. Oh, je sais pas, ça m'étonnerait même pas si c'était conneries. On a aussi Thunderbolts, donc, avec Florence Pugh. On a aussi les 4 Fantastiques, avec Pedro Pascal et Vanessa Kirby, qui vont du coup débarquer en juillet, face à un autre super-héros de chez DC, c'est la nouvelle itération de Superman. Moi, je pense, alors j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu ça, et puis j'ai vu la bande-annonce et je trouve qu'il y a quelque chose qui rapproche de le mythe de Superman initial, et je trouve que ça a l'air pas mal du tout en définitive. Oui. À voir. En tout ça cas, a l'air bien léché. J'ai l'air très convaincu de Lex Luthor, Nicolas Hoult. Oui, a l'air très très bon. Excellent, ouais. Lui, c'est oui, sans souci. Donc Superman, et puis autre blockbuster cette année, on va se taper des remakes live action, 3. On va se taper Blanche-Neige, c'est vrai. avec Gal Gadot et Rachel Zegler, donc du côté de chez Disney, avec une chanson originale écrite par ceux qui ont composé les chansons de La La Land et The Greatest Showman, et j'avoue que la chanson originale me reste déjà en tête. Donc au moins il y aura déjà ça. Lilo et Stitch en live action, et aussi Dragon. Live action avec Gerard Butler, qui reprend du coup son rôle parce qu'il vocalement il jouait le père du héros, mais il va jouer Stoïque, le Viking, enfin voilà. Et aussi donc du côté des Anglais, 28 ans plus tard, la suite de la saga qui arrive, donc il y avait 28 jours, 28 semaines, et il devait y avoir 28 mois, et vu que je crois qu'il y avait eu des problèmes de droit, tout ça, enfin le film est devenu un peu une arlésienne, on le fait pas, et donc là tous les potards sont au vert, donc ce film c'est fait, donc c'est toujours réalisé par Danny Boyle et écrit par Alex Garland, avec alors potentiellement un retour de Cillian Murphy, mais sinon c'est avec Ralph Fiennes, je sais pas comment dire, on sait pas trop, Jodie Comer et Jodie Foster. Comer. Non, c'est pas Jodie Foster. Ah, moi j'avais vu. Alors j'ai peut-être. C'est autre chose. Vu rapidement en fait. C'est autre chose. Non, c'est pas les mêmes. Et Aaron Taylor Johnson. Donc c'est ce qui est un peu dommage, c'est que ça devait être la suite et fin justement des 2 premiers, mais il relance avec une nouvelle trilogie. Est-ce que c'est pas trop? Je pense que c'est un peu dommage. Ouais. Donc en fait, parce que le 2e est déjà tourné. Alors, je trouve qu'il n'y a pas grande originalité jusque-là, parce que c'est quand même là plus ou moins des suites ou des remakes ou des choses comme ça qu'on a déjà vu. Par contre, il y a des choses sympathiques. Moi, je trouve du côté de Bong Joon-ho, Mickey 17, qui me semble assez attrayant. Film d'anticipation un peu, et puis sur un mode un peu plus comique, même presque parfois. Ça a l'air d'être assez comique. Il y a un peu d'après la bande-annonce, on dirait un peu d'histoire sans fin, tu sais, le truc qui se répète sans cesse. Parce que le personnage meurt et automatiquement il y a un clone qui revient. Et voilà.
En fait, il sert de cobaye pour mourir plusieurs fois. Et C'est ça. Et on Mickey n'en sait- 17 et on n'en sait va-t-il pas plus, survivre à surtout. Et, Mickey en fait, 18? la question que pose, c'est que se passe-t-il si Mickey 17 survit à Mickey 18? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un peu ça. Avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Et puis, Et puis, c'est ça, le ça retour de sort en Bong mars, Joon-ho. en mars. En mars, c'est le retour de Bong Joon-ho, mais c'est aussi le retour de David Cronenberg cette année, avec Les Linceuls, avec Vincent visiblement. Cassel et Diane Kruger, qui, alors, Le a film a divisé, pris hein, du retard. Ouais, visiblement, c'est pas la même version qui va être montrée. Enfin, que celle qui était à Cannes, qui apparemment avait très fortement divisé. Mais ça a l'air intéressant de voir quand même, parce qu'il me semble que David Cronenberg a perdu sa femme récemment. Et là, Je sais pas. l'histoire, c'est quand même quelqu'un qui essaye de parler avec sa femme à travers la tombe. Mhm. moi, les derniers, j'avais pas aimé. Et Vincent Cassel ressemble un peu beaucoup, vous verrez comme il est sur l'affiche ou sur la bande-annonce, il ressemble un peu beaucoup à David Cronenberg. Donc on sent qu'il y a peut-être une volonté un peu Ah, mais je crois, graphique. j'en avais entendu parler lors d'une interview de Cassel qui disait que Cronenberg voulait en fait qu'il fasse lui, qu'il Voilà. interprète lui, le réalisateur donc dans ce film-là, qui est assez autobiographique, quoi. C'est ça. Il y a aussi le retour de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio. Ça sera pour cet été. On ne sait pas trop ce que raconte le film, mais en tout cas, un double retour, ça fait toujours Il y plaisir. a le film Brutaliste aussi, là, qu'on Oui. n'arrête pas de parler, qui est auréolé de multiples récompenses, mais c'est pas trop encore. Très long, Ouais, 3h35. 35. 3h35 apparemment, avec un Visiblement, entracte, ça vaut le coup, ouais. avec un entracte prévu au milieu d'ailleurs. De 15 minutes, ouais. Et sinon, il y a un film un peu plus intimiste, un peu plus européen, du côté de nos amis italiens, Partenope, de Paolo Sorrentino. C'est qui un autre m'a l'air retour de d'être réalisateur. Très alléchant. Oui. Il m'a l'air très beau comme film et très sensuel, avec des interprètes magnifiques. En ce qui Oui, on a concerne compris, Vincent. l'interprète principale qui s'appelle Celeste Dalla Porta, une jolie italienne sans doute, et puis il y a quand même Gary Oldman aussi dedans, qui est bankable et reconnu, quoi. Non, puis alors, les paysages italiens ont l'air absolument magnifiques. C'est en Sicile, hein, il me semble. Et alors je sais crois. plus trop, J'ai un doute, mais il me semble. et c'est en mars que ça sort. J'ai oublié, de côté français, quand même, grosse comédie, Camelot, numéro 2, partie 1, qui J'ai cru sort. que t'allais dire les Tuches 5. Non, mais Oui, c'est c'est le vrai qu'il y a retour les d'Alexandre Tuches Astier 5 aussi cette année. C'est vrai. Mais alors, par contre, voilà. Moi, je suis pas très partant pour Kaamelott. Moi, Oui, puis là, c'est le 2, partie 1. Est-ce que on commence peut-être pas à en faire un petit peu trop? On lui avait dit qu'il fallait qu'il se partie calme. 2 plus le 1-3, logiquement. c'est un peu ta cam, ça, Guillaume? Alors, sur le tard. Mais moi, j'aime plus Astier qui... Ah, j'aime bien Astier, par contre. Moi, j'aime bien Astier qui fait la saison 5 et 6, tu vois, plus scénarisé, avec plus d'histoire. Je suis moins... j'aime bien les sketchs des 4 premières saisons, mais je préfère le côté... moi, je m'en lasse un peu, histoire. Oui, mais c'est pour ça que je te le dis, moi, par exemple, ma saison préférée, c'est celle à Rome, la dernière. Et puis côté biopic, on a du Bob Dylan, on va avoir du Robbie Williams, du Michael Jackson, du Maria Callas. Ça va faire parler. Michael Jackson, ça va faire beaucoup parler, surtout que le film a été reporté de 6 mois, donc ça sent peut-être des petits reshoots, histoire de... La famille est omniprésente sur le projet, donc à mon avis, à l'ouest, rien de nouveau. Il y aura. La première version n'a peut-être pas plu à la famille, on va re-shooter quelques scènes pour que ça soit bien... Petits... J'ai un peu peur. Et puis l'autre... Il y en a un dont on n'a pas parlé, mais alors, on a parlé en off tous les trois, on était assez enthousiastes pour le voir. C'est F1. Tout à fait. Oui. F1 de Joseph Kosinski avec Brad Pitt et Damson Idris. Je crois qu'il y a Javier Bardem qui joue dedans, il me semble. Il me semble l'avoir vu. Je vais vérifier. C'est possible, oui, ça me dit quelque chose, oui. Et par contre, ça sort en juin, donc on a le temps. Avec des vrais pilotes de F1 pour le coup qui interviennent. Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Et Junior. Le père faisant du rallye. D'accord. Je suis pas assez. Mais vraiment, pour que les gens soient appâtés, Joseph Kosinski, c'est le réalisateur de Top Gun Maverick. Donc dites-vous, l'immersion de Top Gun Maverick, mais dans des Formule 1. Et le producteur, c'est Bruckheimer. Et oui. Donc, tu sais quoi, je réserve ma séance 4DX d'avance pour ça. Oula, oui. Bon. Ah ça, je vais vous te le dire, moi la séance et de ma Top bassine pour vomir. Non, mais je te dis que la séance de Top Gun Maverick en 4DX c'était génial. Ah oui, ce qui paraît. Ouais. Donc moi, je l'irai voir en 4DX. Voilà. Eh bien écoutez, est-ce que vous avez peut-être encore un film à rajouter? On s'arrête là. Je pense qu'on a Baby Girl, mais moi je suis pas très fan avec Nicole Kidman.
Baby Girl, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, puisqu'il sortira la semaine prochaine. Ça a l'air assez curieux. Ouais, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, voilà, c'était l'émission de la reprise. Nous vous avons donc nous avons tenté de vous présenter tout un panel de grandes sorties pour cette année 2025. On vous souhaite encore toutes les surprises non annoncées encore en plus. Hein. Oui, on va être l'eau à la bouche. Puis qu'on ne peut anticiper. Côté radio, demain, vous avez 2 émissions. L'émission Comment ça va, présentée par Bruno de 11h à 11h45, et l'émission Questions de parents, présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45. Nous, on va se quitter sur un son un peu lié à l'une des plus grosses attentes de 2025, puisque vu que Avatar 3 sort, nous allons écouter, pour se quitter, The Weeknd, Nothing is Lost, qui était la chanson d'Avatar 2. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine et allez au cinéma. Meilleurs vœux.